Bien, chers amis, nous recevons ce soir un magistrat qui semblerait, à l'œil du profane, avoir atteint le plus haut niveau de la hiérarchie des parquets, au sens usuel du mot, puisqu'il était à la fin de sa carrière avocat général à la Cour de cassation. Mais le parquet général de la Cour de cassation n'est doté d'aucun des attributs qui constituent les signes distinctifs du ministère public devant les juridictions de fond. Les avocats généraux à la Cour de cassation n'exercent pas l'action publique et n'ont pas vocation à porter une quelconque accusation. S'il se dénomme avocat, c'est parce qu'il est un défenseur, le défenseur de la loi. Il œuvre pour la qualité de la jurisprudence et pour une meilleure compréhension de celle-ci par la communauté juridique. La loi, rien que la loi, tel est son impératif catégorique. Au-dessus ne s'impose que la Constitution, à laquelle, vous le savez désormais, le justiciable peut faire appel à l'aide de la fameuse QPC, question prioritaire de constitutionnalité, à laquelle le Conseil constitutionnel donnera réponse. Vous avez donc, chers amis, devant vous, je peux le dire sans trop exagérer, comme d'habitude, l'incarnation de la loi. Mais une incarnation qui vient vous exposer un grave problème, celui des moyens alloués à la justice en France. Avec 64 € par habitant, la France se situe, et encore c'était il y a 3 ans, la France se situe au-dessous des Pays-Bas, bien sûr, qui sont à 122 € par habitant, la Suède à 103 €, l'Autriche 96, la Grande-Bretagne 92, l'Espagne 88, la Belgique 85, l'Italie 73, la Finlande 73. Nous ne sommes donc que devant le Portugal, la Grèce et les anciens pays d'Europe de l'Est dans lesquels la dépense oscille entre 30 et 40 € par habitant. Et vous savez les problèmes aujourd'hui que posent ces pays de l'ancienne Europe de l'Est en matière judiciaire, juridique et séparation des pouvoirs. Je n'ai pas le chiffre de l'Allemagne, mais peut-être l'avez-vous, ni du Danemark, car les gestions de ces tribunaux sont autonomes par région ou par État. Autre chiffre encore donné par l'Union syndicale des magistrats, nous ne consacrons que 0,197% de notre PIB à la justice, contre 0,333 en moyenne européenne, pas loin du double, et sommes sur ce point 37e sur 45. Nous avons 10,7 magistrats pour 100 000 habitants, contre 20,92 en moyenne européenne, 19,2 au Portugal, 18 en Autriche, 14 aux Pays-Bas et en Belgique, et 11 en Espagne. On comprend donc, évidemment, d'où vient l'hostilité de l'Union syndicale des magistrats à la loi actuelle qui tend à supprimer les tribunaux d'instance. Ce qui ne me fait pas prendre parti pour ou contre cette loi. Un soir, nous en parlions chez une amie, qui est d'ailleurs ici présente, la voilà, et Denis Mondon m'a dit, cette soirée-là, que cette pauvreté de la justice en France était, non pas récente, mais très ancienne. Vous pensez donc bien que je lui ai immédiatement demandé de venir nous en parler, et c'est ce qu'il va faire ce soir. La démocratie libérale, celle qu'a inventée la Grèce, et les Roms, et qu'ont ensuite étouffé l'Empire romain puis la féodalité, et puis qui a connu une splendide renaissance avec les Lumières, le protestantisme et notre Révolution, cette démocratie libérale a un principe fondateur essentiel, la séparation des 3 pouvoirs, exécutif, législatif ou délibératif, et judiciaire. Or, en ce moment, à l'est de l'Europe, mais pas seulement, de nouveaux régimes politiques pointent et se développent pour lesquels la démocratie se limite à l'élection, et même l'élection d'un homme et de ses partisans. Certains ont dénommé ces régimes-là des démocratures, en combinant le préfixe de démocratie avec la désinence de dictature. D'autres les qualifient d'illibéraux. Quel que soit le terme utilisé, ils sont éminemment dangereux car ils ont toujours été le lit de vraies dictatures. Et quoi qu'en pensent les historiens les plus pointilleux, les plus puristes, qui ont certainement raison quant aux détails, la situation actuelle dans le monde et en Europe, en raison de ces régimes qui pointent, en Italie aussi d'ailleurs,
Ces régimes ont pas mal de traits communs, cette situation actuelle a pas mal de traits communs avec celle des années 30. Ceci pour dire que conserver à la justice des moyens décents pour lui permettre de remplir pleinement son rôle de troisième pilier de la démocratie me paraît essentiel. Monsieur l'avocat général, encore une fois, mais devant un autre prétoire que celui de la Cour de cassation, vous avez la parole. Monsieur le Président, chers sociétaires, pour moi qui suis un jeune adhérent du cercle Charles Gide, c'est pas mal d'émotions. C'est pas mal d'émotions parce que d'abord Charles Gide, c'est le théoricien de la coopérative, de la coopération. Et pardonnez-moi une anecdote personnelle, mais j'ai suivi mon école primaire publique à Valence, et l'école se situait contiguë de la communauté horlégère Bois-Mondo, Bois et Montre du Dauphiné, qu'animait l'anarcho-syndicaliste Mermoz et le chrétien social, ce qui nous ramène encore à Charles Gide, Marcel Barru, que j'ai vu à plusieurs reprises dîner à la maison avec mon père, et qui était, pour ceux qui s'en souviennent, candidat aux législatives de 60, présidentielles de 65. C'est lui qui avait pleuré à la télévision. L'anecdote est restée. Malheureusement, les idées ont un peu disparu. Donc voilà pour l'émotion. Alors, nous avons, d'un commun accord avec Jean Matou, intitulé cette conférence « La pauvreté séculaire de la justice ». Multiséculaire, plus ou moins, on va le voir. Et d'abord, quelques données objectives pour asseoir ce constat de pauvreté. Je n'utiliserai comme base factuelle ni les doléances des syndicats, ni les données du ministère de la Justice, dont je dois dire, nonobstant l'obligation de réserve, que je me demande parfois si elles ne relèvent pas plutôt des éléments de langage que des données objectives. Je leur préfère les constats du Conseil de l'Europe, qui, à travers une commission spécialisée qui s'appelle la CEPEJ, Commission d'évaluation des programmes de justice, établit depuis maintenant un peu moins de 20 ans, tous les 2 ans, un épais rapport destiné à décrire et évaluer les systèmes de justice. Vous le trouvez, pour ceux qui s'intéressent, sur le site du Conseil de l'Europe, rubrique CEPEJ, attention, 338 pages. Je ne vous les lirai pas à haute voix, soyez rassurés. Alors, cet organisme est en face de difficultés, et se trouve en face de difficultés sérieuses. Il faut que vous sachiez que cet organe a été largement créé à l'initiative de Français, et notamment d'un collègue maintenant président de chambre à la Cour de cassation, qui s'appelle Jean-Paul Jean, et qui a notamment conçu, pardonnez-moi le mot, cette machine, comme une manière de mettre mieux la France en face de ses difficultés, et notamment de ses difficultés budgétaires. Il fallait que je le cite, parce que je crois qu'on ne lui saura jamais assez gré de cette initiative. Alors, par exemple, l'administration pénitentiaire, qui est actuellement le plus gros des budgets du ministère de la Justice français, plus gros que celui des services judiciaires. L'administration pénitentiaire ne fait partie du ministère de la Justice que dans quelques-uns des 45 pays adhérents du Conseil de l'Europe. Il faut savoir que chez nous, ce n'est que depuis le début du XXe siècle que la chancellerie, c'est le nom savant du ministère de la Justice, a la main sur le budget de la pénitentiaire. Avant, c'était le ministère de l'Intérieur. Et on peut repérer toutes sortes de différences de périmètre. Il faut bien sûr, je dis ça devant un économiste, faire des comparaisons à périmètre identique. Donc le périmètre choisi par cet organisme, excusez-moi des données techniques, mais c'est pour asseoir l'objectivité du constat. C'est justice civile, justice pénale, justice administrative, on verra pourquoi il faut distinguer, et aide juridictionnelle, qui est important d'intégrer parce que vous savez que la justice a un coût d'accès. Alors, les éléments que j'ai choisi de présenter, c'est ceux d'octobre 2018, qui sont légèrement différents
de ceux que Jean Matouc a présentés, qu'il a retirés de la prose d'un syndicat qui s'appelle l'Union syndicale des magistrats. Mais ceux du Conseil de l'Europe sont peut-être plus complets. Les dépenses de justice par habitant, je ne vais pas les rappeler. Les données les plus récentes, c'est France. Alors, moi j'ai retenu 4 pays grands, parce que je crois que c'est un peu dangereux de comparer avec le Danemark ou l'Autriche, avec beaucoup de respect pour nos amis danois ou autrichiens ou slovènes. J'ai retenu la France, à tous seigneurs, tout honneur, la République fédérale allemande, l'Espagne et l'Italie. Je n'ai pas retenu le Royaume-Uni parce qu'il a une organisation si différente, et puis aussi parce que c'est un pays de droit anglo-saxon, et vous savez que les pays européens sont majoritairement des pays que les spécialistes un peu prétentieusement appellent le droit romano-germanique, c'est-à-dire en fait de droit écrit, largement inspiré du droit romain et plus généralement des codes napoléoniens. Donc voilà les éléments. La France, dépenses de justice par habitant, 66 euros. Ça a progressé de 2 euros en 2 ans. La République fédérale allemande, 122. L'Italie, 75. Ce qui représente quand même 15% de plus que la France. L'Espagne, dont nous savons que c'est un pays plus pauvre que le nôtre, 79. Si l'on prend la comparaison en pourcentage du PIB, c'est tout aussi effrayant. La France, j'ai arrondi, mais c'est le même chiffre bien sûr que Jean, 0,2%. La République fédérale allemande, 0,25%. L'Italie, 0,27%. L'Espagne, 0,33%. Il faut savoir que 0,02% ou 0,01% du PIB, ça fait quand même 2 milliards. Actuellement, de mémoire, mais je n'ai pas recherché le chiffre pour la conférence, le budget de la justice représente, je crois, de l'ordre de 2,5% du budget de l'État. Oui. Il faut que vous sachiez que lorsque j'entre dans les métiers judiciaires, j'ai passé le concours en 1979, c'était une victoire que Badinter ait fait porter le budget du ministère de la Justice par notre Parlement à 1%. On parlait, je me souviens à l'époque, de comparaison avec le chiffre d'affaires de la Régie Renault, comme j'ignore tout du chiffre d'affaires de la Régie Renault en 81, je ne suis pas capable de vous en dire plus. Mais on part de très très loin. On disait aussi, quand j'entrais dans la profession, que la France comptait alors 5500 magistrats, ce qui était le nombre de 1914. Entre-temps, vous aviez eu des accidents de circulation qui n'avaient pas encore été simplifiés par la loi Badinter, et vous aviez le boom de la délinquance, ça je parle du pénal, mais aussi au civil, le boom des affaires familiales avec la croissance que tout un chacun connaît du divorce et du contentieux de la révision des pensions. Hein, rappelons les ordres d'idées, le contentieux familial, c'est un peu plus de la moitié du contentieux civil. Les conséquences de cette pauvreté, ben on les voit tout de suite dans les nombres de juges pour 1000 habitants, pour 100 000 habitants, j'ai vérifié. France, 10,4. Allemagne, 24,2. Italie, 11,4. Espagne, 11,5. Le nombre de procureurs au sens large, procureurs, substituts, avocats, enfin, tous ceux qui exercent le métier du ministère public. France, 2,9. Allemagne, 6,7. Italie, 3,5. Espagne, 5,3. Alors, vous pourriez me dire, mais c'est peut-être parce que en France, il y a beaucoup moins d'affaires pénales, parce que la délinquance est plus maîtrisée qu'ailleurs. Ah ben donc je me suis intéressé au nombre d'affaires pénales pour 100 habitants. Voilà, 7,5 affaires pénales pour 100 habitants en France, 6,5 en Allemagne, 5,2 en Italie, non disponible pour l'Espagne. Attention, méfions-nous toujours de ce genre de chiffres. C'est la délinquance révélée par les services de gendarmerie. Ce n'est pas la délinquance réelle à cause de ce qu'on appelle le chiffre noir, c'est-à-dire la part qui n'est pas connue des services qui recensent. On pourrait ajouter aussi que le Conseil de l'Europe s'est livré une analyse du nombre de missions d'un procureur. En France, le procureur n'est pas du tout seulement celui qui apprécie l'opportunité des poursuites et porte la parole de la loi devant le juge pénal. Il a aussi un rôle civil en matière de tutelle, auprès du juge des tutelles. Il a un rôle commercial auprès des tribunaux consulaires en matière de redressement judiciaire, sauvegarde des entreprises, liquidation judiciaire, et il a un rôle de prévention de la délinquance, il a un rôle de mise à exécution des peines, par délégation au trésorier payeur général en matière d'amende, bien sûr, mais il n'empêche que c'est lui qui fait tout ça. Alors, le Conseil de l'Europe s'est amusé à identifier les missions en Europe. Il a identifié 15 missions, le parquet français en a 14, le parquet allemand n'en a que 10, l'italien que 8,
l'Espagnol que 10. Il faut que vous sachiez par exemple qu'il y a plusieurs pays où la police ne rend compte qu'au ministre de l'Intérieur, au ministre de la police, ne rend pas compte au magistrat. Le magistrat n'est saisi que lorsque la police décide d'avertir le procureur. Ce n'est pas le cas français. Alors les délais de traitement d'une affaire, eh bien, ils vont avec. Affaire civile, 353 jours, pour 196 jours en Allemagne. Ce sont bien sûr des délais moyens. Tout le monde autour de soi connaît une affaire civile qui traîne depuis 2, 3 ou 4 ans. Il faut aussi signaler que l'aide à la décision, c'est-à-dire le nombre de personnes qui entourent un magistrat, c'est un facteur clé de l'efficacité, ça. Et très en défaveur de la France. En France, 33,9 fonctionnaires de justice, 64 en Allemagne, 35 en Italie, ça se tient, et 105 en Espagne. Autrement dit, le magistrat est très souvent utilisé à des tâches qui pourraient être déléguées à des fonctionnaires de formation modeste. Alors, ne croyez pas que ce soit dû, comme les vilaines langues pourraient le penser, à une manie processuelle de nos avocats. Je vous ai cité ce chiffre parce que je crois qu'il faut le dire quand on entend toujours qu'il y a trop d'avocats. En France, 98 avocats pour 100 000 habitants. En Allemagne, 291. En Italie, 378. On me dit souvent que c'est le pays où l'on plaide le plus. Je pense que ça peut être vrai. En Espagne, 200. Alors, à l'inverse, on a une juridiction qui fonctionne plutôt bien désormais. Ce n'était pas le cas il y a 10 ou 15 ans. C'est la juridiction administrative. Délai moyen d'une affaire dans la juridiction administrative, maintenant, 314 jours. Quand j'entre dans le métier, c'est minimum 2 ans pour avoir une décision du tribunal administratif. Il y a eu un gros effort de fait pour la juridiction administrative, je serai amené à en reparler. Je voudrais aussi citer, mais j'arrêterai là la litanie des chiffres, les dépenses d'aide juridictionnelle. Pourquoi c'est important d'en parler? Nous le savons tous, la justice a un coût. Il est vrai qu'avec des réformes successives, on a supprimé en France quasiment totalement les frais de justice. Mais on n'a pas supprimé les frais d'avocat. Et dans tous les pays, existe un système dit d'aide juridictionnelle, d'aide judiciaire, d'aide juridique, enfin il y a divers mots selon les pays, qui fait qu'en dessous d'un certain seuil, vous avez votre avocat qui est pris en charge par une indemnité servie par l'État, soit à moitié, soit en totalité. Eh bien, les dépenses d'aide juridictionnelle en France sont faibles. 5,08 € par habitant contre 8,23 € en Allemagne et 5,64 € en Espagne. Donc, on peut penser que si notre aide juridictionnelle était un petit peu plus développée, ce que demandent régulièrement les avocats dans leur mouvement collectif, on aurait un contentieux encore plus important et par conséquent des délais encore plus catastrophiques. Alors, ce constat de pauvreté étant établi, à mon avis, sans discussion possible, quelles en sont les raisons? Je ne suis pas financier. Je suis un juriste et un magistrat. Je ne suis pas historien, il n'empêche qu'à travers de nombreux échanges, de nombreuses lectures, j'ai acquis la conviction que seule l'histoire nous permet de comprendre cette situation. Et donc, il va falloir examiner l'histoire pour tenter de comprendre pourquoi la justice est le parent pauvre du budget de l'État. Déjà, je regarde juste pour la période actuelle la Constitution de la Ve République, 1958. Elle affirme, nous le savons, la primauté du pouvoir exécutif avec des pouvoirs, j'allais dire exceptionnels, mais ça c'est une notion de juriste, des pouvoirs forts donnés au président de la République d'abord, mais aussi, dans une moindre mesure, au Premier ministre. Le pouvoir législatif est diminué par rapport à celui de la quatrième. On parle de parlementarisme rationalisé. Maurice Duverger, le grand constitutionnaliste, parle dans un livre célèbre de 1974 ou 15, je ne sais plus, de monarchie républicaine. Songez par exemple que le pouvoir exécutif peut faire adopter un texte sans vote avec le fameux 49 alinéa 3, où la seule possibilité à ce moment-là pour ceux qui ne sont pas d'accord avec ce texte, c'est de renverser le gouvernement, ce qui est quand même une sanction que beaucoup trouvent trop élevée pour la voter. Quant à la justice, elle est qualifiée seulement d'autorité judiciaire.
La justice, au moins dans le vocabulaire, n'est pas reconnue par notre constitution actuelle comme un pouvoir, comme le troisième pouvoir que Montesquieu jugeait indispensable pour assurer l'équilibre des pouvoirs, dans ce qu'il nommait dans une belle expression, très belle expression, le gouvernement tempéré. Bien sûr, la Constitution affirme l'indépendance de la justice, l'indépendance de l'autorité judiciaire, mais elle affirme, dans son article 64, que le président de la République en est le garant. Ce qui, je vous l'assure, ne laisse pas de faire sourire mes amis allemands, espagnols ou italiens. Mais c'est ainsi. Une fois encore, alors il faut expliquer quand même que Michel Debré, le rédacteur et le général de Gaulle, avait choisi ce terme d'autorité parce qu'il n'y avait pas d'élection et qu'il voyait la source de légitimité dans l'élection. On aura peut-être l'occasion de reparler de ce qui forme une légitimité. Une fois encore, je l'ai dit, cette constitution traduit la méfiance envers le juge. Cette méfiance, elle trouve son origine en particulier avec la Révolution. Je rappelle que la loi des 16 et 24 août 1790 comporte un article 10 qui est rédigé de façon extrêmement brutale. Les juges ne pourront prendre ni directement ni indirectement aucune part à l'exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l'exécution des décrets du corps législatif. Cela donnera naissance plus tard à la juridiction administrative, mais on en reparlera. L'hypothèse, qui est la trame de mon intervention, c'est que la faiblesse des dépenses de justice est le corollaire d'une méfiance ancienne à l'encontre de la justice. Cette méfiance du souverain, qu'il s'agisse du roi ou de la nation qui s'exprime à travers ses représentants, députés ou sénateurs, a été au fil de l'histoire d'intensité variable, mais elle se comprend, nous allons voir. Je vous propose donc d'évoquer, dans un premier temps, et bien sûr à grands traits, l'Ancien Régime, c'est-à-dire une opposition chronique entre le roi et la magistrature, puis, dans un deuxième temps, la Révolution et l'Empire, avec des options opposées quant au sort de la justice, et puis enfin l'évolution des 19e et 20e, qui conduit et explique la situation actuelle. Alors, l'Ancien Régime d'abord. Je parle d'opposition chronique entre le roi et la magistrature. Regardons qu'est-ce que j'ai voulu dire. Au XIIIe et au XIVe siècle, la justice que le roi continue à rendre, pensons à Saint-Louis sous son chêne, au succès énorme de cette iconographie. Une des allées les plus visitées du palais de l'île de la Cité s'appelle d'ailleurs l'allée Saint-Louis. Et il y a une statue en bois de Saint-Louis polychrome, évidemment refaite après l'incendie du palais au moment de la Commune, mais c'est un lieu phare, encore aujourd'hui, du palais. La justice est considérée comme la première, la plus digne des vertus royales. L'ordonnance de Blois, par exemple, en 1498 ou 96, je ne sais plus, le rappelle. On se repaît dans les écrits des juristes de l'anecdote suivante que je trouve très significative. Pardon. Il paraît, est-ce vrai, mais ce qui est intéressant, c'est le message, c'est l'idéologie, si j'ose le mot. L'empereur Trajan passait à cheval au milieu de ses sujets, et une femme réclame justice parce qu'on n'aurait pas jugé le meurtrier de son jeune fils. L'empereur passe sans s'arrêter aux doléances de cette plaignante. Celle-ci s'indigne. Elle lui déclarerait « Je te requiers justice, tu me la dois ». Et la légende veut que l'empereur Trajan soit descendu de son cheval et ait organisé une audience. Donc, si le roi est dépositaire de la justice, c'est aussi qu'il en est le débiteur. Et je pense qu'il faudra se souvenir de ça dans la suite. On fait remonter l'origine des parlements, qui sont toutes choses égales par ailleurs, parce que la comparaison est un peu inexacte, une cour d'appel, à Philippe le Bel. Philippe le Bel, c'est le premier roi qui s'entoure de tant de juristes, les légistes de Philippe le Bel. Et Philippe le Bel va se servir sans arrêt des légistes, d'une part,
pour asseoir ses attributions face à la papauté, mais aussi pour asseoir ses attributions, plus généralement, face à l'Église. Et enfin, bien sûr, face au grand prince du royaume, parce que Hugues Capet n'est pas loin. Nous savons qu'Hugues Capet, c'était qu'un petit roitelet de l'Île-de-France, avec respect, bien sûr, pour Hugues Capet. Alors, Philippe le Bel, qui est très désireux de revenir. Ah oui, il y a une autre anecdote qui est intéressante. Vous vous souvenez du blason royal avec 3 lys. Le lys supérieur, c'est la foi. Les 2 lys, le royaume très chrétien, le roi très chrétien. Les 2 lys inférieurs, c'est d'un côté la force et de l'autre côté la prudence. Et la prudence, disent bien sûr les légistes, elle est là parce que le roi est bien conseillé par ses juristes. Alors Philippe le Bel va diviser le conseil du roi, parce que ses attributions augmentent, d'une part en grand conseil du roi, pour faire cour des ministres, en parlement pour rendre la justice. On dit que c'est la cour en parlement. Il la fixe à Paris. Au départ, il y a un seul parlement, après il y en aura d'autres, le parlement du Dauphiné, le parlement de Provence, etc., le parlement du Languedoc à Toulouse. Vous connaissez tous les magnifiques bâtiments qui sont encore là. Le parlement pour rendre la justice. Et le parlement qui, avant, ses membres participaient à la délibération des projets de loi, c'est avec le vocabulaire d'aujourd'hui. Il n'y participe plus, c'est réservé au Conseil du roi. Vous vous souvenez qu'actuellement, une loi est débattue, un projet de loi est débattu en Conseil des ministres avant d'être proposé au Parlement. Eh bien, on va, sans imaginer les conséquences que ça va avoir, on va prévoir que le Parlement de Paris doit, avant que les édits royaux acquis à force exécutoire, le Parlement doit les enregistrer. C'est-à-dire, en fait, un mécanisme qui constitue à la fois en une promulgation et une publication, pour reprendre le vocabulaire d'aujourd'hui. Et vous allons voir quel usage le Parlement va faire de cet enregistrement, de ce droit d'enregistrement. Alors, troisième organisme, j'ai dit que le Conseil du roi était divisé en 3 organismes, le Grand Conseil, le Parlement, et puis la Chambre des comptes, c'est l'ancêtre de nos juridictions financières, et cette Chambre des comptes, déjà, nous sommes au XIIIe siècle, déjà cette Chambre des comptes reçoit les comptes de tous ceux qui gèrent l'argent du royaume. Ça doit vous rappeler quelque chose pour tous ceux qui ont été comptables publics ou qui ont des amis comptables publics. Bien. L'illustration principale de cette dette de justice est constituée par ce que les juristes appellent la justice retenue, c'est-à-dire exercée par le roi lui-même. Mais le roi, bien sûr, il ne peut pas s'occuper du tout du procès. Le roi juge de moins en moins souvent en personne. Donc le concept de justice retenue s'oppose à la justice déléguée, qui est dévolue aux magistrats, tribunaux ou cours, comme les parlements. Le roi peut toujours suspendre ou retenir, c'est-à-dire reprendre une affaire, pour la juger lui-même. 2 mécanismes démontrent la suprématie royale. Le lit de justice et l'évocation. Le lit de justice, qu'est-ce que c'est? Le mot vient très probablement, c'est un mot du palais, des gens de robe, des robins, vient très certainement du mot lis litis, le procès en latin. Le lit de justice, c'est le roi qui vient présider en personne une séance. Ça voudra ultérieurement, au XVIe, au XVIIe, signifier au XVIIIe, le roi vient pour forcer les parlementaires à enregistrer. Mais au départ, c'est le roi qui vient pour présider une affaire lui-même. L'évocation, c'est le droit pour le roi de soustraire une affaire à la juridiction qui en était saisie, soit à la demande des plaideurs, soit d'office. Évidemment, parce que les plaideurs mécontents ont une fâcheuse tendance à abuser de l'évocation, il y a un filtrage au sein du Conseil du roi. Et ce filtrage des requêtes est effectué par un personnel juriste qui s'appelle, le mot aura bien du succès, plus tard, le maître des requêtes, parce qu'il est le maître des requêtes par la recevabilité, il ferme ou il ouvre le robinet. Voilà l'origine du mot maître des requêtes, du terme maître des requêtes, du grade maître des requêtes que nous connaissons tous. Alors,
C'est vrai que sur le papier, dans les écrits, on magnifie le rôle du roi, mais en réalité, l'institutionnalisation de la justice est en marche. Et elle va être théorisée par un grand penseur politique qui s'appelle Baudin, un grand ouvrage. On dit que c'est un peu un ancêtre de Montesquieu, je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, je ne suis pas assez constitutionnaliste pour en décider. Il s'appelle Baudin, son grand ouvrage c'est De la République 1576. Qu'est-ce que Baudin nous dit? Baudin est un magistrat, si j'osais l'expression, surtout dans la maison du protestantisme, il plaide pour sa chapelle. Qu'est-ce qu'il nous dit? 3 arguments en faveur d'une justice institutionnalisée. Il n'est pas souhaitable que le roi soit trop vu et trop facilement vu par ses sujets. Il faut qu'il observe une certaine hauteur, une certaine majesté. Ceci, c'est 1576, ça n'a évidemment aucun rapport avec la situation actuelle. Les procès supposent une excellente connaissance des règles de procédure, pénale ou civile. Dernier argument, qui n'est pas négligeable. Juger fait encourir l'impopularité, ça tous les magistrats le savent. Par conséquent, il vaut mieux que l'éventuelle colère des plaideurs se tourne vers le magistrat plutôt que vers le roi, source de toute autorité. Il ajoute, et là il est un peu impertinent, que juger, et bien sûr il cite Marc Aurèle, parce que nous savons que l'argument d'autorité était 100 fois utilisé à l'époque. Marc Aurèle, paraît-il, disait qu'il fallait que le juge rassemble la sagesse de Salomon, la prudence d'Auguste et la modération de je ne sais plus qui, j'ai oublié la citation. Et Baudin ajoute de manière un peu insolente que ces vertus sont peut-être pas si répandues que cela chez les princes, trop attachés à leur bravoure militaire. C'est qu'en fait, il y a une rivalité déjà entre la noblesse d'épée et la noblesse de robe. Il ne s'agit pas de faire de la sociologie de café du commerce. Il s'agit d'identifier les forces sociales qui sont en action. Alors, cette montée en puissance, comment on peut arriver à la concilier avec la théorie du prince, source de toute justice? On dit, je prends des expressions de l'époque, que j'ai repris dans des livres d'histoire du droit, le roi a tous les droits enclos en sa poitrine. La théorie, vous vous souvenez peut-être, c'est la théorie du corps du roi. Il est source de toute justice. Alors, pour expliquer la justice rendue par les parlements, ils vont être avancées 4 idées concrètes plus ou moins, en tout cas, qui vont être martelées à travers déjà les discours de rentrée judiciaire, mais qui à l'époque se faisaient au moment de la Saint-Martin, c'est-à-dire en novembre, et non pas en chaque début janvier comme actuellement. Premier argument, le Parlement représente le roi. Deuxième argument, les parlementaires sont membres du corps du roi. Troisième argument, ils sont les prêtres de la justice. Et quatrième argument, le plus terrible peut-être pour l'autorité royale, ils sont les héritiers du Sénat romain. Qu'est-ce que ça dit? D'abord, le Parlement représente le roi. N'imaginez pas que les parlementaires aient pensé à un mandat de représentation. Les parlementaires soutiennent que ce n'est pas par l'instrument qu'en romain on appelle la procuratio, qui est le mandat actuel, qu'ils tiennent leur pouvoir, c'est par ce qu'ils appellent la communication, c'est-à-dire que le roi leur a communiqué naturellement sa souveraineté. On voit bien là qu'il y a quelque artifice de l'Église. Mais ça aura des conséquences. Les violences contre les parlementaires, c'est-à-dire les magistrats, sont des crimes de lèse-majesté. Ce n'est pas toute violence contre un agent royal qui est un crime de lèse-majesté. Et puis, c'est donner à la décision de justice la même force que si elle était rendue par le roi. Les arrêts des parlements commencent toujours par la formule « au nom du roi ». Et regardez notre formule exécutoire encore aujourd'hui, « au nom du peuple français ». Et qui a remplacé le roi comme souverain? Alors, ce n'est pas tout à fait en droit constitutionnel, le peuple, c'est la nation, mais bon, je ne chipoterai pas. C'est intéressant, vous savez, de voir la permanence des choses. Et quand je préparais cette communication, je retrouvais cette permanence qui, je pense, doit pousser à pas mal d'humilité. Deuxième argument, les parlements sont membres du corps du roi, les parlementaires.
J'ai parlé de la communication tout à l'heure, mais là, on prend l'exemple des obsèques. Lorsque les obsèques du roi se déroulent, le droit mortuaire est tenu à ses 4 angles par les 4 présidents de chambre du Parlement de Paris. Ils sont en tenue rouge, parce qu'en fait, cela signifie que la justice continue à être rendue. Le roi est mort, vive les rois. Le roi se continue, à travers un successeur, bien sûr, mais aussi à travers les parlementaires. Et puis, troisième chose, j'ai dit, les parlementaires sont les prêtres de la justice. Ah ça vient d'un avocat, là, cette théoricienne nommé Doma, très connu aussi pour ceux qui aiment l'ancien droit. Doma est un Auvergnat, de Clermont-Ferrand. Enfin, pardon, le Parlement était à Riom. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Cour d'appel est à Riom actuellement. Qu'est-ce que nous disons? Doma attribue constamment au juge une fonction de droit divin, et il utilise l'aphorisme suivant qui est assez extraordinaire. La justice est la fin de la loi, l'équité est l'âme de la loi. Ce bel apophthegme est en fait un moyen, on va le voir, de contourner un tout petit peu la force de la loi, grâce à une vertu supérieure qui serait la justice et l'équité. Alors, l'idée c'est que les lois positives, les édits, ne sont valides que s'ils ne dérogent pas à des lois supérieures. On va successivement, alternativement, selon les besoins de la cause, utiliser les lois divines, pas si facile que ça à déterminer, ou les lois fondamentales du royaume, pas si facile que ça non plus, dans un régime qui, bien sûr, n'a pas encore de constitution. Nous savons que la constitution est une invention des Américains. Le dernier argument sera peut-être le plus terrible pour la genèse de multiples conflits. Le Parlement est l'héritier du Sénat romain. La fin du Moyen-Âge, c'est la volonté du droit romain. Et les magistrats vont très vite apercevoir tout ce qu'ils peuvent en tirer. Et ils se souviennent, ils redécouvrent que le Sénat à Rome autorisait les lois qui avaient été adoptées par soit la République, soit l'empereur. Et autoriser, ça va devenir discuter. Et discuter de quoi? Discuter de la conformité aux lois divines. Avec le vocabulaire actuel, on parlerait peut-être du droit naturel, ou aux lois fondamentales du royaume. Et pour discuter, bien sûr, on va utiliser les pouvoirs d'interprétation. On pourra y revenir, mais je ne veux pas être trop long et trop technique. Sachez quand même que sur l'interprétation, dès Louis XI, donc Louis XI, ça doit être 1460-70, Louis XI, dans un édit, interdit aux juges d'interpréter. Elle leur rappelle que c'est celui qui a émis la norme qui est chargé de l'interpréter. Mais les juges ne vont jamais respecter cette interdiction. Et la formule suivante est, je pense, remarquable, même si elle est un petit peu désuète. La loi est un prince inanimé. Le prince est une loi animée. Mais le juge est une loi parlante. Et voilà pourquoi votre fille est muette. Et on procède à des glissements. C'est peut-être l'art du juriste, mais c'est aussi l'art de l'époque. De cette idéologie vont naître, et pardonnez-moi pour ceux qui sont férus d'histoire d'être très très caricatural, vont naître la forme parlementaire, 1648, l'arrêt d'union, et puis la nouvelle fronde, 1750-1789. Alors l'arrêt d'union, c'est intéressant de s'y arrêter. La réunion, qu'est-ce que c'est? C'est tous les magistrats réunis, ceux du Parlement de Paris, ceux de, c'est pas la Cour des comptes, j'ai oublié son nom, la Cour budgétaire, la Chambre des comptes, pardon, et la Cour des aides, vont prendre un arrêt pour exiger du roi que les décisions de levée d'impôts soient soumises à l'autorisation de cet ensemble de magistrats. On est en 1748.
Mais aussi, cet arrêt prévoit la suppression des pouvoirs des intendants. Il faut que vous sachiez que pour contrecarrer les pouvoirs des magistrats dans les régions, dans les provinces ou les États, c'est des régimes différents, peu importe. Louis XIII avait créé les intendants. Les intendants, c'est les ancêtres de notre préfet. Et bien évidemment, ça déplaisait fort aux magistrats d'avoir quelqu'un qui se mêle des activités. Alors, on le sait, Louis XIV, avec peine, sortira vainqueur de la fronde parlementaire, et les conséquences seront assez extraordinaires, à travers deux grands textes, 1667 pour la justice civile, 1670 pour la justice pénale et la procédure pénale. Colbert et son lieutenant pour les affaires juridiques, un nommé Dussort, dont la postérité n'a pas gardé le nom, vont établir des textes extrêmement durs pour la magistrature. Premièrement, obligation de référer au roi en cas de difficulté d'interprétation. Donc on repose l'interdiction d'interprétation. Deuxièmement, sanction pour les juges qui ne respecteraient pas cela. Troisième obligation, obligation d'enregistrer immédiatement les édits royaux sans possibilité de remontrance. Ah oui, je n'ai pas expliqué le mot remontrance. Lorsque le Parlement était saisi d'un texte à enregistrer et qu'il lui semblait que ce texte n'était pas conforme aux lois du royaume, aux lois divines, il formulait des observations. Ces observations s'appelaient des remontrances. Mais attention, ces remontrances, ce n'est pas le vocabulaire d'aujourd'hui. C'était des observations. Mais elles vont devenir au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe si vigoureuses que ça va devenir le sens remontrance. Et quiconque a assisté à des discours de rentrée sait que parfois on entend dans ces discours de rentrée des observations sur l'action de l'exécutif que tous mes amis fonctionnaires trouvent absolument renversant. Mais c'est ainsi. Et cette tradition est restée. Alors, aux remontrances, le roi répondait par, s'il ne voulait pas se déranger pour tenir un lit de justice, par des lettres de justion. Jubéo, j'ordonne. J'ordonne. Réponse, le Parlement se couchait, ou alors itérative remontrance. Itérative justion. Et là, le mécanisme s'arrêtait, le roi venait tenir un lit de justice, et bien sûr, l'édit royal était enregistré. Voilà. Alors, tout ça, ça ne va pas avoir beaucoup d'impact. Les parlements d'abord vont protester en disant qu'à référer au roi, c'est trop compliqué pour l'interprétation, que dans le système qu'ils prônent, le pouvoir d'interprétation est réservé aux cours au Parlement, que d'ailleurs on appelle des cours souveraines. Vous vous rendez compte, une institution qui n'est pas le roi est appelée cour souveraine, mais pas le juge de première instance. Et puis l'interprétation du roi, ce n'est jamais que pour une espèce particulière, ça ne vaut pas loi. Le roi passe outre à ses observations, l'édit de 1667 est enregistré, en présence du roi d'ailleurs, pour éviter toute difficulté, et il va s'appeler le Code Louis. Les sanctions prévues contre les magistrats qui vont jusqu'à la révocation, l'obligation de rendre son office, ne seront pas appliquées une seule fois. Et au contraire, le régent, après 1715, la régence qui a besoin des parlementaires, va abolir tout cela, et bien évidemment, le mouvement de protestation va reprendre. Alors, on le sait, les dernières années du XVIIIe, le conflit atteint le paroxysme. On se souvient peut-être de notre cours d'histoire Mallet-Isaac avec la séance de la flagellation, où Louis XV vient dire au Parlement tout le mal qu'il pense d'eux, et il les flétrit. Il les oblige donc à enregistrer, puisqu'il tient un lit de justice. Ça n'aura guère d'effet. Maupoux tentera d'aller plus loin, il renverra les parlements, et puis Louis XVI, quand il arrive, qui a à nouveau besoin des parlements, j'ai oublié pourquoi, je ne crois pas que ce soit pour casser un testament comme dans les histoires précédentes, Louis XVI les rétablira dans leur pouvoir antérieur. On sait la suite, le blocage des réformes, les États généraux. Une petite remarque. Les États généraux, tous les historiens s'accordent à dire que les deux sujets les plus traités
dans le cas de violence du tiers-État. C'est la chasse. Vous vous souvenez que la chasse était interdite aux membres du tiers. Et la justice, parce qu'elle est trop onéreuse, trop complexe. On en arrive donc naturellement à ma deuxième partie, Révolution et Empire, des solutions opposées, mais un point commun, la justice rabaissante. Cet abaissement va revêtir deux formes. Une première, très idéaliste, très rousseauiste, celle de la Révolution, et une seconde, évidemment, très jacobine et plus autoritaire, celle de Napoléon. Pour la période révolutionnaire, j'ai appelé ça la substitution du règne de la loi à la domination passée des cours et tribunaux. C'est que, pour le législateur révolutionnaire, la loi ne peut mal faire. Elle émane de citoyens libres qui représentent la nation. Bon, on se souvient quand même que le suffrage est censitaire, mais bon. La loi sera forcément bonne. On parle de quasi-sainteté. Les théoriciens du droit appellent ça le légicentrisme. J'ai trouvé cette phrase d'un constituant au moment des débats, que je trouve magnifique. N'oubliez jamais que si le culte de la divinité est la religion de l'homme, le culte de la loi est celle du citoyen. Et en écoutant l'introduction de Jean Matouc, je me suis demandé si ce n'était pas un légicentriste qui s'ignorait. Mais n'oublions pas que la Constituante comportait parmi ces centaines de membres 400 juristes. Ils avaient connu la Fronde. Ils étaient bien placés pour avoir vu fonctionner l'opposition des parlements à toute réforme et au pouvoir. Le constituant s'efforcera donc de déjudiciariser la société. L'organisation judiciaire est simplifiée. Le mot cour est supprimé. Les magistrats n'ont plus le droit de porter la robe rouge. Ils n'ont plus le droit de porter le mortier, qui est un symbole, paraît-il, de noblesse. Il y a un juge de paix par canton, 6000 à l'époque, un tribunal de district, c'est à peu près l'actuel arrondissement du sous-préfet, et un tribunal départemental. Pas de cour d'appel. On craint les cours. L'appel est circulaire. Les juges sont élus. Il est quand même créé un tribunal de cassation pour corriger les erreurs de droit. Mais une grande discussion a lieu pour savoir si on place ce tribunal de cassation au sommet des juridictions ou c'est la thèse de Robespierre, mais il ne va pas avoir gain de cause. On est sous la Constituante, hein. Ce n'est pas le président du comité de cette République. Lui, il voulait le placer auprès du pouvoir législatif. On prévoit quand même que ce tribunal de cassation est présidé par le ministre de la Justice. On retrouvera ce mécanisme avec le Conseil d'État plus tard. Le principe de l'égalité est affirmé. Tout doit être prévu par la loi. Les incriminations, les peines deviennent fixes. Si vous êtes déclaré coupable, c'est tel tarif. Aucune question, bien entendu, circonstances atténuantes ou aggravantes. Les jurys sont créés. Jury de mise en accusation, jury de jugement, mais pour les crimes seulement. Plus intéressant, à l'heure où on parle de conciliation, d'arbitrage, de médiation, il est créé un tribunal domestique, c'est-à-dire un tribunal familial, composé uniquement de membres de la famille. Ce tribunal de famille ne peut être saisi qu'après l'échec d'une tentative obligatoire de conciliation dont on va trouver ensuite les linéaments dans tout le 19e et le 20e. Les juges doivent saisir le Parlement en cas de difficulté d'interprétation. Et enfin, last but not the least, il est créé un bulletin officiel. Pourquoi? Pour plus qu'il y ait un organe qui veuille, par la publication et l'enregistrement, contrôler le pouvoir législatif. Il est clair que l'on veut à tout prix éviter de reconstituer une magistrature capable d'entraver la mise en œuvre des réformes. Le système fonctionnera très mal. Et Napoléon, dressant le constat d'un grand désordre, adoptera des principes ô combien différents. Alors, la période napoléonienne, je l'ai appelée la mise au pas des juges. Certes, l'inamobilité est proclamée, mais les magistrats sont uniquement
recrutés par le pouvoir exécutif. Ce sont en fait un corps de fonctionnaires spécifiques avec quelques mesures spéciales. Certes, Napoléon, qui sait que les hochets font toujours plaisir, va bien entendu redonner la possibilité d'avoir des cours d'appel en abandonnant l'appel circulaire. Il autorise à nouveau les juridictions supérieures à simple cour. Le jury, c'était le tribunal criminel, ce n'est pas la cour d'assises. On renvoie un cours d'appel. Le tribunal de cassation va rapidement être transformé en cour de cassation. On fait renaître les titres de premier président et procureur général qui avaient bien sûr disparu avec la Révolution, puisqu'ils étaient d'origine royale. Et les arrêts remplacent pour le cours les simples jugements du juge modeste en bas de la hiérarchie. Un puissant ministère public est établi, procureur général, procureur, substitut. Il est placé auprès de chaque juridiction. Et tout un chacun affirme, sans que cela pose de question, qu'il s'agit de l'agent du gouvernement auprès des tribunaux. Et nous savons que cette ambiguïté poursuit toujours le ministère public français et est la cause de bien des propositions ou des projets de loi qui, malheureusement, ne voient pas souvent le jour. Quand même, un juge d'instruction est créé, parce qu'on voit mal cet agent du gouvernement diligenter lui-même les enquêtes. Vous voyez donc que notre cher juge d'instruction n'est pas si vieux que ça. Bon, les avocats sont rétablis. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, comment la Révolution française, il s'agissait d'être défendu par des pairs, puisque les citoyens sont tous des êtres debout, capables, des seigneurs. Mais le barreau est sous tutelle. Ce sont le président et le procureur qui établissent le tableau de l'ordre. Et souvenons-nous que l'avocat ne pénétrera le cabinet du juge d'instruction qu'en 1897 avec la loi Béranger. Attention, d'où on vient. Hein. Napoléon aurait même dit à Cambacérès, je trouve ça formidable et très clair, je veux qu'on puisse couper la langue à un avocat qui s'en servirait contre le gouvernement. Bah, au moins, les choses sont dites. Bien entendu, l'expression pouvoir judiciaire disparaît complètement. Le 19e et le 20e siècle, c'est ma troisième partie, et j'accélère un petit peu parce que je ne veux pas vous emmener avec des choses un peu trop techniques. J'ai intitulé ça le retour difficile des juges. Au début du 19e, les magistrats sont des notables. La nécessité de le recruter dans l'ancienne noblesse, la noblesse d'empire ou la classe bourgeoise, est clairement proclamée. Thiers affirme même au Parlement sans que ça soulève aucune difficulté. On ne peut donner de meilleurs juges à la propriété que la propriété elle-même. Vous vous rendez compte si on disait ça aujourd'hui? C'est Thiers, c'est Thiers. Bon, il est vrai que la commune lui avait donné l'occasion de s'illustrer, pas très glorieusement, de mon point de vue, avec respect pour l'opinion contraire, évidemment. Alors, les magistrats peuvent être députés, sénateurs. J'ai relevé que 5 sur 7 des premiers présidents de la période 1830-1900 avaient été députés ou sénateurs, le premier président de la Cour de cassation. 8 sur 11 des procureurs généraux. Bien entendu, le cumul des mandats n'est pas réglementé. 6 de ces chefs de la Cour de cassation ont aussi été ministres de la Justice, soit avant, soit après. Seulement, le pouvoir politique ne s'aperçoit pas qu'une autre petite musique se fait entendre. Nous savons tous ce que le Code civil, qui est largement l'un de 4 rédacteurs, doit au principal de ces rédacteurs qui s'appelle Portalis. Portalis est un avocat au Parlement d'Aix-en-Provence, Parlement de Provence. Qu'est-ce qu'il dit dans son discours préliminaire? Il affirme la nécessité de l'interprétation, et on sait qu'avec l'interprétation, vous ouvrez une boîte de Pandore. Quand la loi est claire, il faut la suivre. Quand elle est obscure, il faut en approfondir le sens. Si l'on manque de loi, il faut consulter l'usage ou l'équité. Celle-ci, dans le silence, l'obscurité ou l'opposition des lois, est le retour à la loi naturelle. Clic, clic, clic. Si vous avez un tout petit peu écouté tout à l'heure et que vous n'êtes pas endormi à mon exposé, vous voyez réapparaître, bien entendu, les thèmes du XVIIIe et du XVIIe. Alors, certes, l'interprétation par voie
d'arrêt imposable à tous, ce qu'on appelle en droit les arrêts de règlement, est interdite, mais en même temps, les juges ont l'obligation de statuer, ce qui va laisser de la place aux juges pour le silence de la loi. Petit à petit, la jurisprudence va naître comme source de droit. Et je m'arrête un moment sur le glissement de sens. Vous avez compris que, comme tout juriste, il aime bien jouer avec les mots et vous faire toucher du doigt les évolutions de sens. Jurisprudence, jusqu'au début du 19e, ça n'a pas du tout le sens actuel de l'ensemble des décisions qui font autorité si elles sont d'un certain niveau. Jurisprudence, jusqu'au début du 19e, c'est seulement la science du droit. La prudentia, la sagesse, la science du droit. Et la jurisprudence va petit à petit glisser au rang de source du droit, ce dont la faculté ne va pas s'apercevoir. Je peux vous dire qu'encore moi-même, lorsque j'étais étudiant en droit, nous sommes dans les années 70, on déniait à la jurisprudence la qualité de source du droit. On voulait que seule soit source du droit la loi au sens large, c'est-à-dire bien sûr le décret, etc. Et il y a longtemps que ceci n'était plus la réalité. Pourquoi? Parce que vous avez une infinité de cas, vous avez une absence de loi applicable. Et pour asseoir la jurisprudence comme source de droit, les magistrats, spécialement ceux de la Cour de cassation, bien entendu, vont affirmer que pour qu'ils puissent intervenir, il faut une absence de loi précise applicable, il faut une multiplicité d'arrêts dans le même sens, et spécialement des arrêts de la Cour de cassation, et spécialement, bien sûr, des arrêts de cassation, c'est-à-dire qui brisent un arrêt de cour d'appel en disant « c'est mal jugé ». Alors, bon an, mal an, la jurisprudence va s'établir comme source du droit. Mais sur d'autres champs, les réformes ne vont pas progresser. Autour de quoi tournent les revendications des magistrats? Une véritable inamovibilité, pourquoi? Parce que le 19e siècle est rempli de suspension d'inamovibilité. Bien sûr avec le 2 décembre 1851, mais surtout avec la grande purge républicaine en 1883, parce qu'on pense que les magistrats sont hostiles à la loi. Donc, est réclamée une véritable inamovibilité. Nous savons que maintenant elle est inscrite dans la Constitution. Elle n'était pas inscrite dans les règles de la Troisième République. Une liberté pour le ministère public, tiens, ça doit aussi nous rappeler quelque chose en écho avec la situation d'aujourd'hui. Une limitation des empiètements du Conseil d'État. Pourquoi? Parce que la loi de 1790 avait aussi prévu que pour qu'un agent public soit entré en justice, il fallait une autorisation du ministre. Et que l'administration ne pouvait pas être jugée, on l'a vu par le juge. Donc, le préfet soulevait une question de compétence que l'on appelle dans le jargon des juristes un arrêté de conflit, et hop, le procès s'arrêtait, et il s'agissait de décider s'il était jugé par un juge judiciaire ou pas jugé par un juge judiciaire, d'où la création ultérieure du tribunal des conflits. Ce qui est clair, c'est que le grand acteur du XIXe siècle, ce n'est pas le magistrat. Le temps des grands parlementaires, rivaux des intendants, est parfaitement terminé. Le grand personnel judiciaire du XIXe, c'est l'avocat. On se souvient de Gambetta, on se souvient des avocats dans l'affaire Dreyfus, on se souvient des avocats de Baudelaire, etc. etc. La deuxième chose qui doit être signalée, c'est la naissance de la juridiction administrative et la naissance du Conseil d'État, ou la renaissance du Conseil d'État. En France, nous avons deux ordres de juridiction, les juridictions judiciaires et les juridictions administratives. Pourquoi? Et parce que je vous l'ai dit, la loi de 1790, qui est toujours en vigueur, interdit aux juges judiciaires de juger les actes de l'administration. Rappelez-vous, on ne veut plus qu'ils se mêlent des actions de l'État, parce qu'on a vu les difficultés qui n'étaient pas toutes du corporatisme, du reste, émanant des parlements. Alors, cette dualité d'ordre de juridiction, il faut que vous sachiez qu'elle est reconnue par notre Conseil constitutionnel désormais comme un principe fondamental reconnu par la loi de la République. C'est-à-dire qu'elle a valeur de disposition constitutionnelle. Ce qui n'est pas sans poser des questions aux yeux des juristes. Il faudra poser cette question au professeur Dominique Rousseau, dont j'ai vu que son intervention était prévue. Bon, la théorie, c'est quoi? Ben, c'est la théorie de l'administrateur juge.
c'est l'administrateur qui voit s'élever un contentieux, qui va lui-même juger. Évidemment, on a fait valoir qu'il y avait un petit mélange des genres et qui paraissait pas très souhaitable. Donc petit à petit, on va déjà créer un conseil de préfecture pour conseiller le préfet. Et puis, le conseil de préfecture, c'est ancien, c'est l'an 8, mais ça dit bien son nom. Et puis au-dessus, on va créer une commission du contentieux au Conseil d'État, c'est l'ancêtre de la section du contentieux. Mais figurez-vous que les avis de ce Conseil d'État sont signés, une fois qu'ils sont rendus, sont signés par le ministre lui-même, qui est président de la formation qui juge le contentieux. Vous voyez ce mélange de la juridiction administrative et du pouvoir exécutif. En 1872, les Républicains, Gambetta en tête, s'intéressent à l'avenir de la juridiction administrative. Grand débat au Parlement. Supprime-t-on ou non le Conseil d'État? Il va être sauvé avec 3 arguments. Premièrement, le juge doit être éloigné du fonctionnaire dont il juge le comportement, parce que bien évidemment, c'est rarement des ministres qui sont à juger. Deuxièmement, la technicité du contentieux n'est pas maîtrisée par les tribunaux civils. Et troisièmement, l'argument, je pense, le plus percutant est toujours valable, la connaissance du contexte de l'action du pouvoir public est mince chez le juge judiciaire. À l'époque, on appelait ça les tribunaux civils ou les tribunaux répressifs. Donc le Conseil d'État, conçu sous le consulat comme un organe de conseil législatif, vous vous souvenez sa fonction actuelle de conseil. Tous les projets de loi doivent lui être soumis pour avis, ainsi que les projets de décret, enfin les décrets en règlement d'administration publique. Devient en 1852 la juridiction compétente en matière d'appel, et il sera définitivement reconnu par un arrêt célèbre Blanco 1872, et il se révélera être une juridiction très indépendante. Très indépendante. On se souvient par exemple de l'arrêt Canal 1962. Canal, c'est un membre de l'OS. Le général de Gaulle, furieux, on le comprend, de l'attentat du Petit Clamart, va bâtir une juridiction spéciale qui va condamner à mort Canal, je précise, bien entendu, une juridiction dont l'appel n'est pas prévu. Le Conseil d'État va se réunir en urgence et va rendre une décision comme quoi le général de Gaulle n'était pas compétent pour statuer par ordonnance sur la création de cette juridiction est nulle. Cet arrêt est rendu la veille de l'exécution, si bien que Canal n'est pas exécuté. Le pouvoir des juges. Alors, pour la petite histoire, le volume de contentieux est énorme. J'ai pris par exemple un chiffre de 1950, 24 000 affaires en stock au Conseil d'État pour une production annuelle de 5 000 décisions. Ça fait à peu près un délai de jugement de 5 ans. Nos délais actuels, c'est presque bon. Alors on créera en 1953 le tribunal administratif, et puis en récent, regardez aussi l'évolution, récent, parce que le Conseil d'État tient beaucoup à son contrôle des juridictions administratives. Il est beaucoup plus directif que la Cour de cassation, nous le savons. Les cours administratives d'appel, c'est seulement 1987. Alors, certains ont même pu dire que le Conseil d'État, en mélangeant le rôle de conseil du gouvernement pour les projets de loi ou de décret et de contentieux, du contentieux public, était peut-être venu remplir le rôle que j'ai appelé, pour faire court, juridico-politique de nos anciens papes. En tout cas, la nature hybride de cette juridiction, composée à la fois de magistrats et d'anciens hauts fonctionnaires, a pu probablement prémunir la justice administrative de la crainte d'une magistrature qui puisse, pardonnez-moi le jeu de mots, en remontrer au pouvoir. Et je vois dans le fait que la justice administrative est bien mieux dotée, elle n'est pas riche, mais elle est mieux dotée, que la justice judiciaire. J'ai cherché sur les discussions budgétaires, j'ai cherché des chiffres. De 2007 à 2015, dans le budget de l'État, les juridictions judiciaires ont bénéficié d'une croissance de 20%. Mais les juridictions administratives ont bénéficié d'une croissance de 42% de leur budget. Ceci peut expliquer cela, mais ceci peut être, me semble-t-il, une confirmation de mon hypothèse initiale. Alors,
Je suis allé trop vite, il aurait fallu nuancer, complexifier. J'espère pouvoir le faire à travers vos questions. Je voudrais donc conclure. C'est qu'il faut sortir du dualisme juridictionnel. Parce que maintenant, il y a deux instances qui pèsent beaucoup. C'est d'une part les cours européennes, Strasbourg et Luxembourg, et d'autre part le Conseil constitutionnel. Brièvement. D'abord, tant pis pour le mot vulgaire, un pinaillage de juristes, cher Jean. C'est qu'entre la loi et la Constitution, il y a maintenant le traité. Et les traités sont supérieurs à la loi au terme même de la Constitution de 1958. Donc c'est parce que la France a ratifié la Convention européenne des droits de l'homme que Strasbourg est compétent, et parce que la France a adhéré au traité de Rome et aux traités successifs, que la juridiction, la Cour de justice de l'Union européenne de Luxembourg est compétente. Or, très fréquemment, ça je peux vous dire, j'ai fait ça pendant 3 ans, que ce soit au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, nous utilisons des éléments de jurisprudence de Strasbourg ou de Luxembourg. Pourquoi? À cause de la suprématie des traités sur notre loi interne. Deuxième donnée, le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, il est créé dans la Constitution de 1958 pour faire respecter par le Parlement la séparation des articles 34 et 38. Qu'est-ce que ça veut dire ce genre-là? Le général de Gaulle et Michel Debré voulaient un exécutif fort. Donc ils ont prévu que dans bien des domaines, l'exécutif pouvait publier des décrets qui valaient loi, mais seulement dans certains domaines. Et dans ces domaines-là, le Parlement n'avait pas le droit de s'en mêler. Autrement dit, la compétence du Parlement est une compétence d'attribution, et la compétence de l'exécutif est une compétence résiduelle. Mais résiduelle, pour les juristes, ça veut dire tout le reste, ça ne veut pas dire epsilon. Donc, pour faire respecter ça, un Conseil constitutionnel. Et puis, cet organe va étendre son rôle, notamment à travers le pouvoir de saisine par le Parlement que va lui donner une loi organique, une réforme constitutionnelle, j'ai un trou là, votée à l'initiative de Giscard d'Estaing, en 1975, 60 députés ou sénateurs, et puis bien entendu, cette réforme extraordinairement utile qu'est la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, dont Jean Matouc a dit un mot. Alors, il me semble que l'ensemble, et ce Conseil juge de la conformité, pas seulement à la Constitution, mais également à ce que les juristes appellent le bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, c'est pas le prologue, le préambule de la Constitution 46, qui contient notamment, chers amis, les droits sociaux. Et enfin, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. C'est à ce rang que va être érigée la liberté d'association, c'est la grande décision de 1975, ou la dualité de juridiction. Alors, ceci, en filigrane, pose, et c'est, il me semble, l'intérêt peut-être de notre échange, la question de quelle différence nous faisons entre l'état de droit et l'état administré. C'est une opposition qui m'intéresse. Dans l'état administré, les lois sont conçues par l'État pour imposer aux citoyens des règles. Il s'agit de gérer au mieux, et de gérer au mieux des intérêts de l'État. Dans l'état de droit, au contraire, les juristes, notamment les Allemands, mais aussi en France, Karel Malberg et autres, ont conçu le droit comme un moyen de protection du citoyen contre l'État. Il fallait donc bien des organes pour assurer cette protection. Et ces organes, dans l'ensemble des pays démocratiques, ce sont des organes de type judiciaire. Je n'ai pas dit des organes composés de magistrats. Pas tout à fait la même chose. J'ai dit des organes de type judiciaire. Pourquoi? Parce que ce qui crée la légitimité, c'est, je pense, beaucoup plus le débat contradictoire que la qualité professionnelle de celui qui préside la séance. Alors, bien sûr, l'état de droit, on en est parfois loin. Il n'empêche que cette opposition état de droit, état administré peut nous aider à réfléchir à ce que pourrait être une place juste de la magistrature dans notre démocratie.
Et pourtant, on n'oubliera pas cette magnifique question des Romains. Et je vais, hélas, nous livrer à mon péché mignon, c'est-à-dire parler latin. Les Romains disaient ça des prêteurs, qui étaient de moitié homme politique, moitié magistrat. Vous connaissez la phrase, au moins en français. Quis custodet ipsos custodies, qui gardera les gardiens de nos promesses démocratiques. Je vous remercie de votre attention. Juste un mot pour dire que, vu mon âge, j'ai vécu l'arrivée de De Gaulle et la Constitution, et les deux grandes, à mon avis, les deux grands motifs de la Constitution de 58, c'est d'un côté le remplacement de la proportionnelle par le scrutin majoritaire, de façon à éviter les changements de gouvernement tous les 6 mois. Je ne sais pas ceux qui ont atteint mon âge, il y a quelques-uns dans la salle, vous vous souvenez de la 4ème République et de ces changements de gouvernement. La durée moyenne d'un gouvernement, c'était 6 mois. On avait presque honte. Moi, à l'époque, j'étais jeune apprenti en Allemagne, et puis après aux Pays-Bas, et j'avais presque honte de mon pays, étant donné les changements de gouvernement qui avaient lieu tous les 6 mois. Et je crois que c'est ça qui a été un des principaux. Puis le deuxième motif important de la Constitution, de la nouvelle Constitution, c'est d'obliger les députés à voter les recettes avant les dépenses. Parce qu'ils n'y étaient pas obligés du tout avant, et notre pays était déjà en fort déficit budgétaire. Ça s'est arrêté sous De Gaulle, et ça a repris, comme vous le savez, depuis 1974, puisqu'on n'a pas eu un budget équilibré depuis 1974. Mais pourtant, depuis 1958, les députés votent toujours les recettes avant de voter les dépenses, sans cependant s'obliger à voter des dépenses inférieures ou égales aux recettes, ce qui explique le déficit. Voilà, je voulais juste ajouter ça, parce qu'à mon avis, c'est ça les deux raisons les fondamentales de la constitution, de la nouvelle constitution. Passer de la proportionnelle au scrutin majoritaire et voter les recettes avant les dépenses. Voilà, maintenant la parole est bien sûr dans la salle pour les questions. Alors je vois M. Bernard Lard qui lève la main, comme toujours. Allez-y Bernard. Alors, dans les démocraties occidentales, la France serait le seul pays à avoir des procureurs nommés par le gouvernement. Est-ce que ça expliquerait la pauvreté de notre système judiciaire? L'étude du Conseil de l'Europe que j'ai citée indique que la majeure partie des pays ayant adhéré à la Convention créant le Conseil de l'Europe sont des pays où l'exécutif nomme les membres du ministère public. Mais une moitié de cette moitié, j'arrondis, le pouvoir de l'exécutif est limité par un conseil de justice ou un conseil supérieur de la magistrature, l'appellation diverge selon les pays. Et c'est justement une des questions qu'il y a actuellement en suspens en France. Une réforme qui avait déjà été envisagée par Mme Guigou, et avec l'appui de M. Chirac, et finalement M. Chirac, le président Chirac n'a pas ramené le Congrès, consistait à dire le pouvoir de nomination reste à l'exécutif, le président de la République nomme les magistrats du parquet sur proposition du garde des Sceaux, mais avec un avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, qui, s'il estime cette nomination abusive, rend un avis négatif que, pour les parquetiers, le gouvernement serait obligé de suivre. Il faut que vous sachiez qu'actuellement, pour les juges sont nommés par l'exécutif, mais sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, ce qui représente un contre-pouvoir, check and balance, pas pour le ministère public. Je précise aussi qu'en France, comme dans beaucoup de pays, les magistrats du siège ayant des fonctions d'organisation, président de cour d'appel, président de tribunaux, sont nommés sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature et pas du ministre de la Justice. Autrement dit, le système français n'est pas isolé, mais de plus en plus de pays organisent des contre-pouvoirs au pouvoir de l'exécutif. Quant au fait qu'il y ait un rapport avec la faiblesse budgétaire, je ne le crois absolument pas. Je ne le crois absolument pas. Je crois que cette faiblesse budgétaire, j'ai essayé de vous l'exprimer,
est la contrepartie d'un rapport au droit. En France, l'État, c'est le droit. Donc le juge, on hésite, on craint ses pouvoirs. Il faut que vous sachiez que dans des pays qui ont connu les excès les plus terribles de l'État, je parle de l'Espagne, je parle du Portugal, je parle de l'Allemagne, l'État s'est vécu d'abord comme quelque chose de dangereux. Par conséquent, il est cherché à borner les pouvoirs de l'État. Et ces pays-là sont beaucoup plus, selon les spécialistes, proches de l'État de droit que nous. Et ce sont ces pays-là qui ont des bons budgets. Donc il s'agit de savoir si on reconnaît au pouvoir judiciaire une fonction régulatrice essentielle, ou si on le voit seulement comme celui qui juge les litiges de personnes privées, et bien sûr les délinquants de grand chemin qui ont la mauvaise idée de renverser une vieille dame, de lui casser le col du fémur pour lui tirer son sac. C'est ça le sujet, c'est quel rôle politique on donne à un troisième pouvoir. Peu importe qu'on appelle pouvoir ou autorité, ça ne me paraît pas le sujet essentiel, encore que, je vous ai souvent parlé de symbole, ça compte. Donc pour moi, pas de rapport entre la faiblesse budgétaire et le statut du ministère public français, qui est certainement à améliorer. Autre question, autre proposition, autres idées. On a quand même des magistrats dans la salle, là. J'en vois deux, là. Sylvie. Moi, je peux juste faire recourir avec mon collègue, parce qu'il est vrai que les pays qui ont connu le fascisme et la dictature sont beaucoup plus pointilleux que nous sur l'indépendance de la magistrature et sur les moyens qu'il faut accorder aux juges, parce que le juge est protecteur du citoyen. Et ça, vraiment, je suis très reconnaissante à Denis Mouvement de l'avoir dit. Ça n'émerge pas toujours dans les débats. Voilà. Pour expliquer que nous devons nous méfier de la supériorité de la loi. Je rappelle que l'ensemble du système soviétique, des camps de travail, des programmes de redressement, reposaient sur des textes dûment votés. De même dans l'Allemagne d'Adolf Hitler. Donc, les juristes ont été amenés à se méfier du légicentrisme. Pour faire court, en philosophie du droit, on distingue deux grands courants. Le courant du droit positif, les positivistes, et droit, ce qui est écrit, publié, rendu conformément à ce qui est prévu par les constitutions. Aux justes naturalistes, les tenants du droit naturel, et droit, ce qui renvoie à des valeurs supérieures. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi on a abandonné le droit naturel. Mais on a abandonné le droit naturel parce qu'il fallait déchristianiser notre droit, parce que la Révolution française ne voulait plus entendre parler d'idées supérieures, de juges, prêtres de la justice. Donc la Révolution française, c'est une chute d'une forme de droit naturel. Et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Convention européenne des droits de l'homme, les principes fondamentaux reconnus par la loi de la République que dégage le Conseil constitutionnel. Regardez ce qu'il y a dedans. Vous y trouvez tous les linéaments de ce que les théoriciens du droit appelaient il y a 100 ou 150 ans le droit naturel. L'histoire est terriblement cyclique. Ah, vas-y, Francine, bien sûr. Je me lève parce que je n'ai pas beaucoup de voix. Une question de simple citoyenne, je ne suis pas du tout juriste. J'ai bien compris que la justice est quand même quelque chose de très compliqué et qu'à chaque fois dans l'histoire, les citoyens ont été tentés de rendre une justice populaire. Ça a généré des dérives absolument épouvantables. Mais est-ce que progressivement, petit à petit, on n'a pas, de ce fait, confié la justice uniquement à des spécialistes? Et comme c'est très compliqué, aujourd'hui, il me semble que les citoyens sont très très loin du monde de la justice. Ils n'ont pas cette perception que vous soulignez, qui est très intéressante, du fait que les juges puissent être là pour les défendre contre l'État, mais ils ont l'impression que la justice, c'est l'État. Et que c'est une énorme machine qui, de temps en temps, les écrase parce qu'ils ne la comprennent plus. Les codes de justice sont d'une telle complexité, on parle parfois de les simplifier. C'est ça ma question, est-ce qu'il est envisageable qu'un jour les codes administratifs, de justice civile surtout, pénale c'est autre chose, deviennent un petit peu plus accessibles aux citoyens
de manière à peut-être permettre aux citoyens de se réapproprier leur justice. J'identifie plusieurs sous-questions dans l'intervention qui posent des sujets essentiels. D'abord, la place des citoyens dans notre justice. Et ensuite, la question de la complexité et accessibilité. Alors d'abord, les citoyens dans notre justice. Je crois que le mécanisme de l'élection reposait sur l'idée que les citoyens allaient rendre une meilleure justice que ces tribunaux et cours qui passaient leur temps finalement à appauvrir le paysan et ses multiples procès de bornage, etc. Ça n'a pas bien fonctionné. Mais ce qu'il faut remarquer aussi, c'est qu'il y en a des restes. Le Conseil de prud'homme est composé de juges élus, pour moitié des salariés, pour moitié des employés. C'est une juridiction qui n'existait jusqu'en 1979 que dans, en gros, 3/4 du territoire français. Une loi de 1979 les a généralisés. Mais, malheureusement, c'est un point de vue. On peut avoir un point de vue opposé. Malheureusement, ces juridictions prud'homales ont moins bien marché à la fin du XXe siècle que lorsqu'elles ont été créées au moment de la révolution industrielle. Elles ont moins bien marché parce que le taux de conciliation s'est effondré et parce que les débats ont mis aux prises dans le délibéré non pas des juristes partageant des points de vue, mais des options syndicales avec un quasi, j'ai suffisamment échangé avec les conseillers prud'homaux pour le savoir, un quasi-mandat impératif de certaines organisations, patronales ou salariées, peu importe, disant tu voteras si possible et le plus possible pour le patron, ou tu voteras pour le salarié. Ça a donné, à la fin du XXe siècle, de mauvais résultats, et ça a donné, par exemple, le fait que le taux d'appel soit énorme et le taux de réformation soit énorme, plus de 40%, et d'autre part, le taux d'appel aux juges professionnels. Qu'est-ce que c'est? Quand les juges élus prud'homaux, les conseillers prud'homaux, se mettaient en opposition 2 contre 2, ou si c'est une formation de référé 1 contre 1, il fallait faire appel à un juge professionnel. Ça s'appelle le juge départiteur, c'était classiquement le juge d'instance. Ben, si vous faites appel à cette personne-là de plus en plus souvent, et c'était le cas, ça veut donc dire que le paritarisme élu ne fonctionne plus. Donc, même aujourd'hui, deuxième chose, donc une certaine difficulté d'efficacité. Deuxième exemple d'élection, les tribunaux consulaires, les tribunaux de commerce. Michel de l'Hospital, 1570 à peu près de mémoire. Et là aussi, ça ne fonctionne pas toujours bien. Pourquoi? Premièrement, la participation aux élections est très faible. Très, très, très faible. Je crois que c'est même pas 8% du corps électoral. Deuxièmement, dès que le ressort, c'est-à-dire la circonscription géographique dans laquelle le tribunal est compétent, est un peu petit, ces juges consulaires connaissent trop les parties en litige. Il y a eu des difficultés sans nom dans quelques affaires qui ont défrayé la chronique. Troisièmement, la difficulté technique du droit des affaires est allée croissant et la sagesse du commerçant n'y suffit plus. Donc, on observe que souvent, les tribunaux de commerce des très grandes villes, qui sont en fait peuplés de juristes, que ce soit à Lyon, à Nanterre ou à Paris, fonctionnent plutôt bien, mais pas toujours de manière parfaite, à tel point qu'on a introduit dès 1981, grâce à Robert Badinter, la présence systématique du ministère public pour les audiences de faillite. Mais c'est une moindre difficulté que le Conseil de prud'homme, mais c'est une difficulté quand même. Je rappelle, je suis germaniste de formation, en Allemagne, beaucoup de tribunaux fonctionnent avec le mécanisme des Laienrichter, c'est-à-dire un juge professionnel entouré de 2 assesseurs issus de la société civile, et ça donne de très bons résultats. Ce système pourrait être utilisé en France avec un peu plus d'intensité. De mémoire, il y a le tribunal paritaire des baux ruraux qui fonctionne comme ça. Tout le monde a compris qu'il y a les litiges de fermage et de nettoyage ne sont plus tellement le litige le plus courant en France. Bon, il y a donc une difficulté. Alors j'observe quand même que ce besoin d'être, je ne sais pas s'il faut dire jugé, en tout cas d'être départagé, j'aimerais mieux le mot, s'exprime à travers d'autres mécanismes
qui sont la conciliation, et je connais beaucoup de juges d'instance qui ont créé des mécanismes de passage quasi obligatoire en conciliation, avec un conciliateur et non pas un magistrat professionnel, et d'autre part tout le mouvement de la médiation civile, où une personne tente de rapprocher des points de vue. Et je dois dire que dans une médiation, il ne s'agit pas de trancher un litige, il s'agit de trouver une solution. On dit que la médiation est tournée vers l'avenir, tandis que le procès est souvent tourné vers le passé, en ce sens qu'il y en a un qui va avoir tort et l'autre qui va avoir raison. Et j'ai été très frappé quand j'ai été nommé pour la première fois procureur dans un ressort très rural, le Cantal. Eh bien, dans le Cantal, quelle était la honte suprême pour des gens, y compris des personnes de milieu, avec comme disent les statisticiens, de CSP++. Il m'a fait monter les marches. C'est-à-dire, il m'a fait aller au tribunal. Et je pense qu'on évite ça avec les mécanismes de médiation civile ou pénale, mais ce n'est pas votre sujet. Et je suis de ceux, malheureusement nous ne sommes pas très nombreux dans la profession, qui voudraient que la médiation civile se développe, parce que je pense que c'est un mode de régulation plus accessible, plus intéressant, et qui peut aller dans toutes sortes de domaines. Pensez au succès de la médiation familiale pour organiser la séparation. Elle marche un peu moins mal que les autres médiations civiles. Je terminerai sur le vocabulaire. Je pense qu'il ne faut pas se payer de mots. Et je pense qu'il ne faut pas être démagogue. Oui, le droit est complexe. Mais une société complexe, la nôtre l'est, ne peut pas être régulée par des règles simples. Ça, j'en ai la conviction. De même que j'ai la conviction que c'est probablement une illusion que j'ai eue jeune, que j'avoue que je n'ai plus, de penser qu'il est de bonne politique d'accès que de prévoir que le ministère d'avocat ne soit pas obligatoire. Moi, je crois au contraire qu'il vaut mieux que le ministère d'avocat soit obligatoire, mais je suis hostile à cette généralisation tant que le budget de l'aide juridictionnelle ne sera pas rénové. Il y a un chiffre que je ne vous ai pas donné parce que je vous ai dit que je ne vous parlerai pas du Royaume-Uni. Je vous ai dit l'aide juridictionnelle en France, 5 ou 6 euros par habitant. Au Royaume-Uni, qui est vraiment l'habeas corpus, etc., l'avocat très important, budget de l'aide juridictionnelle aux États-Unis. Au Royaume-Uni, par habitant, 30 euros. 5 fois plus que la France. Donc si on parle ministère d'avocat, on a le devoir éthique de parler d'aide juridictionnelle. Bon, écoutez, il est tard, mais j'ai une question moi, que j'ai à poser. Moi. Qu'est-ce que vous pensez du système américain d'élection des juges? Alors, c'est pas du tout un piège, hein. C'est vraiment une question. Je ne suis pas un spécialiste du système américain, mais moi non plus. Quand même 2 observations. Aux États-Unis, les magistrats relevant du système fédéral ne sont pas des magistrats élus. Non. Ce sont seulement les magistrats des États. Or, les contentieux les plus délicats sont réservés au contentieux fédéral et non pas au contentieux d'État. Donc, quand on a à l'esprit que les juges américains sont élus, c'est certainement vrai du juge du divorce, c'est certainement vrai du juge de la petite et moyenne délinquance, c'est pas vrai de l'ensemble. Ouais. Mais le shérif est un procureur, c'est pas un juge. Oui, mais c'est que la question n'est pas neutre. Autrement dit, ce que j'observe, c'est que aux États-Unis, les juges élus ou les procureurs élus sont souvent remarquables par la distance qu'ils prennent avec ceux qui les ont élus. Et on leur reproche rarement d'être issus de telle ou telle majorité qui les a élus. Je crains fort qu'avec la politisation française, un système de juges élus aboutisse à la catastrophe. En disant, mais enfin, Denis, tu as été élu procureur, je prends une ville au hasard, à Bolène, dont on sait quelle est la couleur du maire. Alors, c'est sûrement que tu as peut-être la même couleur que lui. Normal. Bon, voilà. Et vous voyez,
une boule de neige. Or, vous savez qu'il ne suffit pas que la justice soit impartiale. Il faut qu'elle donne une image d'impartialité. Et qu'on le veuille ou non, l'élection comporte un risque. Peut-être que dans une démocratie très achevée, on pourra élire les juges comme la première constitution, la constituante, l'a rêvé. En ce qui me concerne, je suis plutôt méfiant. Bien. Eh bien, je crois qu'on va clôturer en applaudissant cette dernière.